Bonsoir Gaëtan Vigneron. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir ici sur ce plateau. Alors je le disais, la Formule 1 pour vous c'est une passion mais c'est aussi un travail. Ah oui, c'est une chance incroyable de pouvoir faire de sa passion son métier. Je n'étais pas vraiment destiné à ça à la base puisque j'étais juriste. Mais j'avais ça en tête depuis toujours et finalement j'ai pu le réaliser et 30 ans après je suis toujours là. Alors justement, 30 ans au cœur de la Formule 1, journaliste, commentateur sur la RTBF en Belgique. On ne se lasse jamais de la Formule 1? Non, enfin, je pense qu'on peut pas faire ce métier-là si on n'est pas passionné, parce que vous devez garder les gens devant leur petit écran pendant 2 heures quand les voitures tournent. S'ils sentent que le commentateur n'est pas vraiment concerné ou n'est pas passionné, c'est terminé, ils vont zapper. Surtout aujourd'hui, donc il faut être passionné et je conçois pas de faire ça, de parcourir le monde, de voyager, etc. si on garde pas la passion, quoi. Et vous vivez la course comme les pilotes? Est-ce que vous êtes aussi à fond? Ah, il faut à fond. Bon, c'est un peu moins physique qu'eux quand même, parce que moi je suis dans ma cabine. Alors les cabines parfois c'est pas toujours le grand confort, mais ça fait partie du jeu et on vit toutes les courses et tous les week-ends du jeudi au dimanche intensément. Alors il y a un pilote dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est Ayrton Senna, disparu tragiquement il y a 30 ans en 1994. Vous en parlez également dans votre livre. Un hommage va lui être rendu à Monaco. Vous étiez à Imola ce week-end-là, c'était même la première année, je crois, où vous commentiez la Formule 1. Vous en gardez quel souvenir? Oui, c'est incroyable d'avoir commenté ça. À Imola, il y a eu des hommages à Senna aussi. Sébastien Vettel en était un peu l'instigateur et je discutais avec Vettel et je lui disais, tu sais que je commentais, il me regardait, il me disait, mais c'est pas possible. Tu commentais en 94 et encore maintenant? Je dis oui. Il était très, très surpris. Et pour répondre à votre question, c'est certainement mon plus mauvais souvenir. Je dirais que avant de commenter le décès en direct d'Ayrton Senna, il y a eu la veille celui de l'Autrichien Ratzenberger. Je commentais avec un consultant qu'il avait très très bien connu parce qu'ils avaient partagé un appartement au Japon, donc il y avait des liens avec l'Autrichien. C'était vraiment très très fort. Et le lendemain, Senna qui est un mythe, c'est d'ailleurs incroyable d'imaginer que 30 ans après il reste aussi, c'est une icône, quoi. C'est incroyable. Dans tous les pays, il n'y a pas un grand prix dans le monde, pas un grand prix où il n'y a pas un casque jaune, un drapeau, toujours une référence. Il a laissé encore son empreinte à la fois dans le mental des pilotes et puis même dans cette discipline. Ouais. Ce qu'il y a de fou, c'est que par exemple Charles Leclerc, votre monégasque, quand on lui demande « Mais Charles, c'est qui ton idole ?» Il dit Ayrton Senna. Et je lui dis « Mais Charles, t'étais pas né ?» Il me dit « Je sais, mais c'est mon papa qui m'a fait passer des vidéos, etc. » Et ça a été vraiment mon inspiration. Alors dans votre livre, 30 ans au cœur de la Formule 1, vous racontez une multitude d'histoires, d'anecdotes avec les pilotes. Vous dites même avoir percé la carapace de Lewis Hamilton. C'est vrai qu'il a toujours ce côté mystérieux, mais alors vous le connaissez mieux. Oui, enfin, le connaître, ça met du temps. Il faut construire la relation, il faut y avoir une certaine confiance qui doit s'installer. De nos jours, c'est plus compliqué qu'avant encore, parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de médias, il y a les médias sociaux, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'au fil des années, par exemple, on a chaque année une interview, on appelle ça en one-to-one, donc une interview exclusive avec lui. Et au fil des années, on a commencé à avoir une bonne relation. Et aujourd'hui, quand je fais cette interview, on sent qu'il se donne, quoi. Il se lâche, il dit je vais te donner quelque chose, il part sur des sujets parfois assez profonds, parfois éloignés de la F1. J'avais eu exactement la même chose avec Michael Schumacher. Au début, on s'entendait pas du tout. Il était arrogant, ça marchait pas. Et au fil des années et tout, on a construit quelque chose, vraiment la confiance. Et ça s'est terminé, tout ça est raconté dans le livre. Il m'a invité chez lui en Suisse pour un week-end où en fait là j'ai pu découvrir la face cachée du pilote. C'était quelqu'un d'attentif à ses invités. Il passait de table en table, il demandait ça va, c'est bon, t'es bien installé, avec ses enfants, avec son épouse et tout. Et là j'ai compris il m'avait dit d'ailleurs un truc incroyable. Il m'avait dit tu sais, je suis très mal à l'aise vis-à-vis des médias et parfois je suis un peu agressif, mais c'est pour me protéger. Très très attentif à sa vie privée, quoi. Alors justement, on va voir la relation que vous entretenez journaliste, pilote. On le voit aussi sur vos réseaux sociaux. Vous avez partagé récemment une vidéo d'Esteban Ocon. Je vous propose de la regarder.
marche, on imagine, vers son stand, retrouver son équipe. Il vous salue, il vous sourit. On a quelle relation quand on est journaliste avec un pilote? Est-ce que c'est le « je t'aime moi non plus » ou il y a de l'amitié? Ouais, l'amitié, c'est peut-être un grand mot, mais quand même une complicité au fil des années qui s'installe. Je pense que ce qui est important, c'est de les respecter, d'être tout le temps là. Moi, je suis sur tous les grands prix, toute l'année et tout. Je suis là tôt le matin, je rentre tard le soir. Ils le voient, ils le notent. Je pose des questions. Bon, il faut garder un esprit critique quand on est journaliste, mais je cherche pas la petite bête pour la petite bête. J'essaye plutôt d'être positif, d'être enthousiaste. Et alors, évidemment, il y a certains pilotes, bon, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Pierre Gasly et d'autres, qui, avant d'être en F1, ont été consultants pour moi sur certains grands prix dans ma cabine. Donc, forcément, quand ils commentaient avec moi dans la cabine et puis qu'ils sont arrivés en F1, ils me disaient « Ah, Gaetano, voilà ». Et bon, la relation est évidemment beaucoup plus facile. Alors, on est à Monaco. Il y en a un qui est très attendu chaque année par les supporters, par les spectateurs. C'est le monégasque Charles Leclerc. Alors, pour l'instant, en tête du championnat, c'est Max Verstappen. C'est son rival. Je vous propose de l'écouter. Il nous a accordé une interview. J'aimerais être plus proche de Max, voire même devant. C'est clairement l'objectif à court moyen terme. Mais bon, considérant de là où on vient, surtout l'année dernière, ça a été une saison qui était plutôt compliquée. On a eu pas mal de problèmes à résoudre avec la voiture, chose qu'on a plutôt bien fait parce qu'on a vraiment fermé. On s'est rapproché pas mal de Red Bull entre l'année dernière et cette année. Donc ça, c'est positif. Après, on ne peut pas être complètement satisfait avec la deuxième place. Et je ne serai jamais satisfait avec une deuxième place. Mais il faut aussi être réaliste et prendre en compte qu'on a fait des beaux progrès. Il faut continuer sur cette lancée. Voilà, Charles Leclerc, interviewé par Mathieu Laurent. Une interview à découvrir ce week-end en intégralité dans Sa Match. Charles Leclerc qui parle de Max Verstappen. Est-ce qu'un jour, peut-être, il arrivera à le devancer et à être devant lui et voir Max dans son rétro? Mais oui, pourquoi pas? Moi, je l'aime bien, Charles. Je dois garder toujours une certaine neutralité, bien sûr, mais voilà, on a toujours eu des bons contacts. Je trouve qu'il est vraiment chouette, il est respectueux, il se donne aux interviews. Bon, il est évident que le facteur de la langue, quand on parle la même langue, c'est plus facile parce qu'on peut blaguer, on peut rigoler et tout. C'est vraiment quelqu'un de chouette. Vous avez l'avantage de pouvoir parler à Charles et à Max, alors? Oui, tout à fait. Ouais, Max, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'au début, je faisais les interviews en anglais, et puis je me suis rendu compte que si je les faisais en néerlandais, personne ne comprenait ce que je disais, donc sauf lui forcément. Tout seul. Et alors voilà, tout le monde enlève son micro, il reste mon micro, donc c'est une bonne occasion de l'avoir rien que pour soi. Mais oui, Charles, comme d'autres, peut très bien espérer un jour être devant Max. D'ailleurs, nos contacts sont tellement bons qu'il a écrit une des préfaces du livre. Avec Bernie Ecclestone et Jackie X. Vous qui traînez dans les paddocks, est-ce qu'il y a une vraie rivalité entre ces pilotes ou est-ce qu'ils se respectent? Ils se respectent, mais forcément, sur la piste, il y a une grosse rivalité. Mais il y a beaucoup de respect. Je trouve que peut-être de plus en plus, d'ailleurs, la nouvelle génération, ils ont vécu les catégories inférieures tous ensemble et tout. Et quand Lando Norris a gagné à Miami, il a été félicité par plein de ses collègues. C'est des images qu'on voit pas nécessairement toujours. Donc il y a une très bonne atmosphère. Et il faut aussi se dire que quand ils sont à des vitesses pareilles, à quelques centimètres l'un de l'autre, s'il n'y a pas un respect entre eux, on va aller au carnage. Donc c'est très très important. Depuis 30 ans, vos week-ends sont rythmés par les Grands Prix de Formule 1. Comment est-ce que voyez-vous l'avenir? Est-ce que le circuit européen est quelque part pénalisé ou sera pénalisé par l'arrivée des Grands Prix, menacés par les Grands Prix au Moyen-Orient et aussi aux États-Unis? Mais ce sera plus jamais comme avant, ça c'est sûr. La base, c'est un sport européen. Donc je dirais la base des fans est en Europe. Ça, il faut le respecter et il faut le garder. Il y a aussi des circuits mythiques en Europe comme Spa-Francorchamps, Monza, Silverstone. Monaco, bien sûr, ça il faut garder, mais c'est sûr que la mondialisation fait qu'aujourd'hui, mais il y a du bien aussi, on ne peut pas se passer, si on veut être un championnat du monde, d'aller en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, d'autant que les propriétaires sont des Américains. Donc moi, je ne vois pas ça nécessairement comme un problème. Je pense que tout, comme d'habitude dans la vie, est dans le compromis, le bon équilibre, essayer de garder les grands prix traditionnels. Il y a quand même beaucoup de circuits en Europe, peut-être trop. Ouais, mais il n'y en a plus tellement,
plus que 8, c'est pas beaucoup. Et quand on voit ce qui se prépare, par exemple la Thaïlande et d'autres qui aimeraient bien avoir leur Grand Prix, on va arriver à un moment peut-être à une tournante des Grands Prix européens. Alors selon vous, est-ce que Charles peut gagner à Monaco dimanche? Jusqu'ici, ici, ça n'a pas tellement bien marché. Hein. Donc, à un moment, il va inverser la tendance. Et pourquoi pas cette année? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Gaëtan Vigneron, d'avoir répondu à nos questions sur TV Monaco. Je rappelle que votre livre « 30 ans au cœur de la Formule 1 » est disponible aux éditions Kennes. Ça se prononce bien comme ça? Oui, tout à fait. Dernière chose, c'est pas destiné que aux amateurs de F1, parce qu'il y a plein d'aventures humaines. La F1, c'est forcément les pilotes, la piste, mais aussi des gens qu'on rencontre dans tous les pays. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Oui, il y a plein d'anecdotes, c'est sympa. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite sur TV Monaco, votre magazine Cannes Rewind présenté par Raphaël Yem. Si vous avez manqué d'ailleurs les épisodes précédents, ils sont tous disponibles en replay sur notre site TV Monaco. Passez une excellente soirée et à demain.